Donc j'ai travaillé à l'étranger principalement et j'ai fait 2 traversées d'océan en 2010 et 2012. Donc j'ai traversé l'océan Atlantique en 2010 et l'océan Indien en 2012 et je l'ai fait en autonomie complète, c'est-à-dire on a des panneaux photovoltaïques, un désalinisateur, on a de la nourriture pour nous amener sur les 85 jours qui sont nécessaires pour ce type d'aventure. Et donc je pense que ça permet vraiment de toucher du doigt la possibilité d'être plus connecté à nos ressources, pour parler de ressources, la possibilité de ne pas avoir d'impact sur l'environnement, parce qu'on sait très bien que tout ce qu'on rejette, on ne va rien rejeter parce qu'on va tout garder sur le bateau. Et donc, on va aussi penser aux emballages pour minimiser tout ce qu'on va emporter. Donc, tout ça, je pense, a nourri une réflexion sur le développement durable au sens large. Et en fait, quand je suis rentrée en France, il m'a semblé, par rapport à mon parcours d'ingénieur, que là où mon énergie serait la mieux utilisée serait autour de la transition énergétique. Et la transition énergétique est donc, qui porte plusieurs enjeux. Un enjeu développement durable, enfin un enjeu respect de l'environnement, impact environnemental qu'on connaît tous. Un enjeu peut-être que vous voyez moins, qui est l'enjeu de la souveraineté énergétique. Les Américains ont payé très cher la guerre en Afghanistan, ils la payent encore très cher et c'était principalement motivé par un pipeline de pétrole, il ne faut pas l'oublier, hein, ce n'était pas pour faire la guerre aux talibans. Et enfin, on voit bien que le citoyen que nous sommes tous ont envie d'avoir une autre relation à l'énergie. Jusqu'à présent, pour nous, l'énergie, c'était aller à la station, faire le plein de la voiture, appuyer sur l'interrupteur et avoir de l'électricité. Et on voit bien que de plus en plus, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière, on a envie d'avoir la maîtrise de notre énergie ou au moins de mieux comprendre ce qui se passe, d'où elle vient, notre implication, etc. Donc on voit que l'énergie a plusieurs implications, une implication diplomatique, une implication environnementale et une implication citoyenne. Et par rapport à tous ces enjeux, mon sentiment a été que les choses n'avançaient pas, en tout cas pas assez vite. Ma posture, c'est que beaucoup de ça vient des grands groupes. Et donc, je ne suis pas très fan de Veolia. Et je pense que Heureusement que tu pars dans 1 minute, Salima. Je te rapporterai tout. Il faut du débat. Hein, donc, ouais. Voilà, et donc en fait, sur les sujets énergétiques, traditionnellement, on est sur des entreprises qui ont un lien très fort avec l'État, qui est issu du fait que c'était des entreprises qui étaient régulées. On a ouvert ce marché. Donc nous, en France, par la loi NOM, ça a été ouvert plutôt aux États-Unis, par exemple. Donc maintenant, on est effectivement sur un secteur d'activité qui peut accueillir autre chose que des grands groupes financés par l'État. Mais quoi qu'il en soit, la tradition vient de grands groupes étatiques, surtout dans l'énergie très nourrie en France par les grandes écoles. Donc je peux le dire moi-même, je suis polytechnicienne. En fait, quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que 80% des gens chez Total, chez EDF, chez GDF, à la tête et ceux qui prenaient des décisions, c'était des polytechniciens. Donc on a des groupes qui sont noyautés avec une communauté de pensée qui est assez forte. Donc c'est sûr que comment changer ces groupes alors qu'on est dans des schémas historiques avec des traditions d'école, etc. C'est un peu le problème du cartel hyper dominant sur son marché. Comment on le révolutionne, c'est compliqué. Donc moi, ma position a été de dire la transition énergétique, elle est multiple, elle est complexe, donc on ne peut pas avoir un investissement unique. Donc j'ai essayé d'avoir un investissement qui était multiple et aussi j'ai essayé de me mettre en support de là où je pensais je pouvais avoir un effet d'accélérateur. Donc effectivement, je me suis associée à l'Observatoire de l'innovation dans l'énergie qui avait vocation à être un Energy Transition Lab, donc quelque part d'accompagner des startups, de les accélérer à l'époque où il n'y avait pas encore vraiment d'accélérateur, donc pour les aider à aller plus vite sur le marché. Juste pour question adaptation, atténuation, c'est plutôt des entreprises qui travaillent sur les ENR, les startups que vous retrouvez, c'est de tout. Alors c'est tout pour nous, c'est nouvelles technologies de l'énergie, réseau intelligence, grid, connexion et efficacité énergétique. D'accord. Voilà. Non, je dis ça parce que hier, j'ai travaillé sur des trophées climat qu'on organise pour la COP21. Il y a de l'espoir. Hein. On avait 171 dossiers avec des gens qui avaient des idées fabuleuses, des grands groupes et des PME, parce qu'on a pris les deux catégories. Donc, il y a quand même de l'innovation en France. Oui. Et les grands groupes les soutiennent, parce qu'on a des exemples avec ERDF, avec qui soutiennent. Il y
y en a qui ont Vraiment. des idées aussi. Ouais. Et tout à fait. Donc moi j'ai aussi co-entrepris, donc j'ai monté une start-up avec un de mes associés sur le stockage. Je suis très investie aussi sur l'hydrogène, donc j'ai monté une start-up toute seule, donc qui s'appelle Percé. Parce que personne m'a rejoint sur cette entreprise, mais je crois quand même à la place de l'hydrogène. Et je travaille aussi avec un autre associé sur l'efficacité énergétique dans l'industrie. Enfin, c'était un petit peu tous les sujets où je voyais pas assez d'investissement. Et en tout cas, par rapport à la question que vous posiez, quel était le rôle de la femme par rapport aux enjeux qui se posent aujourd'hui dans le monde, mais pour ce qui me concerne dans votre environnement. Donc je pense effectivement que les grands groupes, du fait de leur historique, sont un petit peu en panne d'innovation, mais qu'ils ont fait le constat qu'ils avaient besoin d'évoluer, surtout en regardant outre-Rhin les catastrophes économiques sur E.ON, sur RWE et aussi certaines difficultés qu'ont eues nos grands groupes en France. Donc il y a une vraie prise de conscience, et cette prise de conscience, elle s'appuie sur beaucoup plus d'open innovation et d'aller rechercher donc, dans des startups de la compétence. Les compétences d'autres modèles de société, d'autres modèles économiques desquels s'inspirer. Donc je pense qu'effectivement, il y a pour faire changer ce système et pour l'accélérer, il y a effectivement le fait d'être entrepreneur et de venir soit faire bouger les choses directement, soit via une collaboration avec un grand groupe qui donne effectivement qui impulse les moyens. Oui, les moyens et la portée du grand groupe pour venir faire changer les choses. Je crois beaucoup aussi aux femmes qui sont dans ces grands groupes et qui arrivent à rester connectées à leur authenticité et à leurs valeurs pour pouvoir amener des choses au sein de ces grands groupes. Dans l'énergie, il y a 2 exemples dont on peut parler. Donc Anne Lauvergeon, qui était à la tête d'Areva, qui est malheureusement un mauvais exemple. Moi, je pense que... on a quand même 2 constats catastrophiques à la fin d'Areva. Areva est quand même en difficulté. Et donc, moi, je pense aussi qu'il faut déconnecter 2 sujets. C'est la réussite et l'impact. C'est-à-dire, Anne Lauvergeon, elle a réussi sa carrière, on peut le dire, et elle est toujours très bien positionnée. Enfin, malheureusement, on a beau faire couler un groupe comme Areva, elle arrive à s'en sortir aujourd'hui, donc bravo. Et après, je donnerai un autre exemple, c'est quand même Engie, donc GDF Suez, le nouveau nom est Engie. Donc, on a à la tête de la direction maintenant une femme qui est une ancienne CFO. Donc, c'est aussi un bon exemple d'une femme qui aujourd'hui est en train d'amener des choses, enfin, en tout cas, à travers le repositionnement du groupe qui me semble très pertinent. Je ne sais pas quelle est sa contribution précise, mais au moins, j'ai plutôt bon espoir qu'une femme à la tête d'un grand groupe arrivera à attirer quelque chose, amènera à adresser les enjeux qui se présentent. Le problème de ces grands groupes, pour les connaître un peu, en tout cas, le deuxième exemple que vous citez, c'est que le top management n'est pas au courant de ce qui se passe un peu plus bas. Il y a pas de... Voilà, ils sont déconnectés. Femmes ou hommes, et ça, je sais pas on le ressent quand même énormément. Donc, ce sont des groupes dans lesquels on sent des gens en souffrance. Dans les grands groupes, on le voit, des gens en souffrance. Souvent plus que dans des PME. Pourtant, ils ont des bons salaires, des postes assurés. Mais il y a une souffrance que je ressens, moi, en termes de relations au travail. Et on a une déconnexion qui est trop importante. Donc, si elle arrive à recréer du lien entre le top management et la base... Une des choses qui me semble importante, c'est la relation au temps. Et donc, premièrement, statistiques. Donc, en France, on a 17%, je crois, d'employés qui se sentent engagés, qui se sentent épanouis dans leur société. Donc, on vient exploser toutes les statistiques européennes, américaines. Et donc, effectivement, la relation employeur-employé, la relation de travail, elle est clairement à réinventer. Et c'est certainement aussi sur ces sujets que les femmes ont complètement leur place. Moi, en tout cas, là où j'essaye de repenser les choses, c'est sur la relation au temps et comment on s'implique. Je vois beaucoup de gens dans l'énergie du fait qu'ils aient été dans des entreprises étatiques fonctionner en fonctionnaires.
c'est-à-dire on vient de telle heure à telle heure, alors qu'on veut aller vers un système qui est beaucoup plus ouvert, qui est beaucoup plus dynamique, qui est assis sur le digital, donc c'est-à-dire qui n'a plus besoin de ces contraintes de temps, parce qu'en fait, on est dans un monde où c'est plutôt l'efficacité au bon moment qui paye, plutôt que la présence sur une plage horaire donnée. Et d'autant plus que, étant donné qu'il faut être de plus en plus transverse, que c'est aussi, on se nourrit d'initiatives ou de découvertes qu'on va voir ailleurs. Donc de se dire, de toute façon, on va venir cadrer notre temps et le contraindre, on va contraindre notre efficacité professionnelle dans un certain temps. Et en plus, pour faire bien, il faut surtout faire des horaires très très longs, parce que comme ça, vis-à-vis du top management, ça sera bien vu. Donc en fait, on vient s'assécher complètement en termes de personnalité, et je pense qu'on vient réduire aussi notre efficacité. Donc il me semble important de repenser énormément de modes de management, que le leadership est fondamental, voilà, que la manière de penser le temps est une des manières de repenser sa relation au travail et de venir continuer à enrichir ce qu'on est capable d'apporter. Peut-être que dans cette continuité, les femmes aussi, quelque part, parce qu'habituées à faire plein de choses à la fois, on privilégie la qualité à la quantité. Souvent, on est un peu pénalisé ou on se sent reprochable du fait de ne pas passer trop de temps avec nos enfants, parce que travailler, être à l'extérieur, c'est pas évident. Et en fait, on a souvent une relation plus qualitative avec les enfants quand on travaille. Alors, c'est pas une évidence, mais en tout cas, on est quand même plus qualitatif sur le temps que l'on passe avec nos enfants, parce que justement, on sait qu'il est réduit. Et donc, on est plus sur la qualité que sur la quantité. Donc là, les femmes aussi, peut-être qu'on a un cran d'avance sur les hommes qui ne se posent pas ces questions. Tout à fait. Merci en tout cas pour ces témoignages. Merci beaucoup Laurence.